De toutes les légendes et histoires urbaines qu'on connaît, celle du loup-garou est sans doute l'une des plus anciennes. Pour cause, cette légende est encore aujourd'hui utilisée pour écrire des scénarios de films d'horreur, comme Wolfman, qui sort au cinéma très bientôt. Mais d'où vient cette légende du loup-garou ? Pourquoi est-elle autant populaire ? Eh bien, nous allons essayer de comprendre ça aujourd'hui dans La Petite Histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, encore merci pour vos nombreux commentaires sur les plateformes de podcast et puis les réseaux sociaux. Et notamment sur Spotify, vous êtes nombreuses et nombreux à pouvoir commenter chaque épisode. On salue Tommy, Thomas, Nathanaël et Sarah qui nous ont laissé ces dernières 24 heures des messages. Merci à eux et merci à vous. Continuez à nous laisser des messages, ça nous fait toujours plaisir et ça nous motive. Allez, aujourd'hui, on se penche sur ce mythe du loup-garou et direction les origines du loup-garou, des origines qui datent de l'Antiquité. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Alors, la légende du loup-garou trouve ses racines effectivement dans l'Antiquité. Chez les Grecs, le mythe de Lycaon est l'un des premiers récits connus de transformation. Le roi Lycaon détestait les dieux. Un jour, Zeus, déguisé en mendiant, s'invite à la table de Lycaon. Alors le roi décide de lui servir de la chair humaine en guise de repas. Mais cette chair, c'est l'un des fils de Zeus, Arcas. Alors Zeus se met en colère et il décide de punir le roi qui lui a donné cette nourriture. Et il le transforme en loup. Voilà pour un premier mythe grec autour du loup. Mais ce mythe grec n'est pas isolé parce qu'il s'inscrit dans une tradition plus large, où l'homme se métamorphose souvent en bête pour révéler sa véritable nature. Les Romains, eux aussi, ils aimaient raconter que des hommes étaient capables de mettre des peaux de loup pour obtenir des pouvoirs. Ces récits étaient souvent liés aux pratiques chamaniques ou aux croyances populaires qui voyaient dans le loup un animal à la fois craint mais aussi respecté. Les loups étaient des chasseurs puissants, des prédateurs rusés. Alors, ils donnaient une énergie que certains cherchaient à canaliser en portant leur peau ou en imitant leur comportement. Et d'ailleurs, quand on tourne les pages de la bande dessinée Astérix et Obélix, il n'est pas rare qu'on croise un personnage qui a une peau de loup sur les épaules. Les peuples nordiques, eux aussi, avaient leurs guerriers, des soldats puissants qui pouvaient rentrer en transe pendant les batailles et qui mettaient des peaux de loup ou d'ours avant d'aller au combat. Ils étaient persuadés, ces guerriers, que ces peaux d'ours leur conféraient force, courage et invincibilité. Cette fusion entre l'homme et la bête était alors perçue comme une manière d'accéder à une puissance surnaturelle. Plus tard, au Moyen-Âge, avec la montée du christianisme, la figure du loup-garou va changer. Désormais, le loup-garou n'est plus un simple être mythique ou guerrier, mais il va devenir un symbole du mal, une créature démoniaque, une créature associée à la sorcellerie et au diable. C'est au Moyen-Âge que les premiers procès pour lycanthropie vont apparaître. En fait, en France, en Allemagne et puis dans toute l'Europe, des hommes et des femmes sont accusés de se transformer en loups pour terroriser leur village. Et souvent, ces accusations sont liées à des peurs collectives, à cause des épidémies, des guerres ou bien encore des famines. Ça ressemble à une grande chasse aux sorcières. Et en France, le terme garou tire son origine du vieux français weur, écrivez ça W-E-R, qui signifie homme, et wulf, écrivez ça W-U-L-F, qui signifie loup, un homme loup. Des légendes locales parlent donc de ces âmes damnées, condamnées à errer sous forme animale. Le XVIIIe siècle va marquer un tournant dans la perception du loup-garou. En effet, les sciences se développent et les récits surnaturels commencent à être un petit peu remis en question. Les phénomènes attribués à la magie ou à la malédiction font désormais place à des interprétations médicales et psychologiques, voire même psychiatriques. La lycanthropie clinique, par exemple, ça devient un sujet d'étude. C'est une pathologie rare qui désigne un trouble mental dans lequel une personne croit sincèrement être un animal. Et souvent, cette personne pense qu'elle est un loup. Les médecins de l'époque cherchent à comprendre ces comportements et ils les relient parfois à des troubles comme l'hystérie. Cependant, les croyances populaires vont rester tenaces.
La science a beau être là, dans les campagnes, on continue à raconter des histoires de loups-garous qui rôdent dans les bois. Les superstitions s'adaptent aux nouvelles connaissances. On explique par exemple que certaines substances comme la belladone ou l'ergote de seigle peuvent provoquer des hallucinations ainsi que des comportements étranges, alimentant des récits de métamorphose. La littérature va aussi s'emparer de la figure du loup-garou pour aller vers des thèmes plus complexes. Donc, on n'utilise plus seulement le loup-garou dans la littérature d'horreur, mais désormais certains écrivains se servent de cette légende du loup-garou comme d'une métamorphose de la lutte entre la raison et l'instinct primitif de l'homme. Allez, on avance un petit peu dans l'histoire et nous sommes désormais au XXe siècle, avec l'arrivée du cinéma qui remet la légende du loup-garou sur le devant de la scène. Et c'est notamment le film The Wolfman, qui sort en 1941, qui va populariser le loup-garou dans la culture. Et c'est d'ailleurs ce film, The Wolfman, qui va acter officiellement les règles du loup-garou, c'est-à-dire la pleine lune comme catalyseur de la transformation, la faiblesse face à l'argent, et bien sûr, la tragédie de l'homme coincé entre deux mondes, le monde des humains et le monde des animaux. Dans les années qui suivent, les représentations vont se diversifier, le loup-garou va devenir parfois une créature héroïque, comme dans Teen Wolf, ou alors une figure romantique et tourmentée, dans des sagas comme Twilight. En tout cas, de l'Antiquité à aujourd'hui, cette légende du loup-garou a traversé les âges. Elle s'est réinventée pour répondre à nos peurs du moment, et puis à nos espoirs également. La légende du loup-garou, elle peut varier d'une région du monde à l'autre, mais en général, elles se ressemblent toutes ces légendes. Dans tous les cas, si un jour vous entendez un hurlement dans la nuit, rappelez-vous qu'il pourrait bien s'agir d'un loup-garou qui veille. Ou peut-être que c'est simplement votre imagination. Et voilà pour cette petite histoire sur l'origine du mythe du loup-garou. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le commenter également, notamment sur l'appli Spotify. Et merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Petite Histoire. Salut! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'en plus de nos petites histoires habituelles, on vous propose également La Petite Histoire des expressions, un podcast qui explore les origines et le sens des expressions de la langue française, parce que derrière chaque expression, il y a une anecdote. C'est ça qu'on vous raconte pour comprendre les expressions françaises et connaître leurs origines du Moyen-Âge à nos jours. Rendez-vous dans La Petite Histoire des expressions sur votre application d'écoute de podcast préférée.